Henri Cahuzac, qui allait suivre les cours à l'Université du temps libre de Pau, puisqu'il n'y avait rien à Tarbes. Donc, Cahuzac, sa famille et des amis allaient régulièrement à Pau. Il a eu l'occasion de me découvrir à Pau pendant que j'étais président, et donc, un beau jour de mai-juin 2003, il vient chez moi et il me dit « Monsieur Hayet, pourquoi ne fonderiez-vous pas une université du temps libre à Tarbes ?» Il me proposait quelque chose qui, a priori, ne m'intéressait pas du tout. Ce n'était pas dans mes projets. Donc j'ai dit à Henri « Laissez-moi quelque temps pour réfléchir ». Et je me suis dit « C'est un ami qui te demande ce service, fais-lui plaisir et tu vas te lancer dans la création. » Et donc en octobre, je le fais venir chez moi à Louey, je lui dis « Henri, d'accord, je vais fonder l'Université du temps libre à Tarbes. » Comme j'enseignais à Pau depuis une vingtaine d'années, à Tarbes, je ne connaissais rien ni personne. Mon travail, c'est de trouver et les locaux et les professeurs. Et là, je suis parti un peu au hasard, on me donnait un nom, bon, j'allais voir telle ou telle personne. Un des noms qu'on m'a donné, c'était celui de José Cubero, qui, je le note, vous le savez sans doute, fut mon premier successeur. José Cubero, j'avais en tête ce que me disait mon fils, qui est adolescent, qui avait une copine qui était à Théo, au lycée Théophile Gautier, qui avait comme prof d'histoire géo José Cubero, et qui avait dit à mon fils Yanis, José Cubero est un prof génial. Je prends contact avec lui, voilà, on s'est vu plusieurs fois, je lui ai proposé évidemment d'être professeur à l'UTL, il a accepté, et il a accepté en disant « je ne veux pas être payé », il m'a donné d'autres noms, bon, ça faisait boule de neige. Donc José Cubero fut une des premières personnes que je recrutais. Une autre personne qui donna la littérature française pendant quelques années était une collègue de ma femme, une collègue de français de ma femme à Jeanne d'Arc. Elle accepta aussi. Ma podologue n'arrêtait pas de me parler de Patrick Dupuy, au cours de philo duquel elle allait. Alors Patrick Dupuy est prof de philo, vous le savez sans doute, il enseigne toujours chez nous. Au lycée Théo, depuis 1993, il donnait le mardi ou mercredi soir, je ne sais plus très bien, bon, en tout cas le soir, à partir de 20h, hiver comme été, un cours de philo qui durait un peu plus d'1 heure et demie. Et donc elle me faisait son éloge, et bien je me suis dit, allons voir Patrick Dupuy. J'ai assisté à ses cours, rapidement je lui ai dit « Monsieur Dupuy, voudriez-vous donner des cours de philo à l'UTL » ? « Oui, bien sûr, et je ne veux pas être payé. » En gros, j'allais à la pêche selon les noms que me donnait telle ou telle personne. Octobre, novembre, décembre, et voilà, un tel. Ce qui m'a frappé, bon, Guy Cassagnier par exemple aussi, je pense que Guy Cassagnier, le nom m'a été donné par José Cubero. Guy Cassagnier a accepté aussitôt. Ce qui m'a frappé, c'est que, à une exception près, toutes les personnes à qui je demandais « Voulez-vous donner des cours à l'Université du temps libre de Tarbes que je suis en train de créer ?» Toutes me disaient « oui », ont été intéressées. Donc, les recrutements marchaient. Oui, mais il fallait trouver les locaux. Je ne savais même pas où se trouvaient les UT, puisque, comme je vous le disais, ma vie était à Pau. Donc, je suis allé sur ce qu'on appelle le campus de l'IUT, au hasard, allez, tu y vas, je frappe à la direction, le directeur, que je n'avais jamais vu évidemment, m'ouvre, je lui expose mon projet, tout à fait d'accord, c'est un projet formidable, nous vous prêterons les locaux qui vous sont nécessaires. Ce directeur s'appelait Jean-Louis Daréon. Donc, IUT, réglé. Il y a aussi l'ENIT. Bon,
Eh bien, pareil, allons frapper à la porte de l'ENIT, voyons avec le directeur de l'ENIT s'il peut nous aider, même démarche, même succès. IUFM, je crois que dès le début aussi on l'a eu, même type de démarche, je frappe à la porte, j'expose mon projet, on me dit on vous accueille. Tout cela, donc, vous voyez, marchait comme sur des roulettes, et j'avais oublié de dire que Henri Cahuzac m'avait donné des noms, puisque lui était tarbé, il m'avait donné des noms qui devaient constituer le premier CA. Par exemple, Loïc Béranger. Par exemple, Geneviève Sellaï, qui est toujours au CA. Par exemple, Jacqueline Dangean, Marie-Claire Lavigne. Voilà, et 2 ou 3 autres encore. Et donc, j'avais, avec ces quelques noms d'Henri Cahuzac, qui, à mon avis, devait former le premier CA. Comme je connaissais 2 ou 3 personnes par ailleurs, je dis, voulez-vous faire partie du CA? Ils ont dit oui. Et donc, le 6 février 2004, nous faisons une première réunion à la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie, dans un local qu'on appelle l'Aquarium. Donc, toute première réunion où je fais la connaissance de ces personnes que m'avait indiqué Henri Cahuzac. Il y avait exactement une douzaine de personnes, donc ce n'était pas encore un CA, vous remarquez. Je leur dis, voilà, j'ai déjà recruté 17 professeurs pour 17 activités. J'ai trouvé les locaux à l'ENIT, à l'IUT, à l'IUFM, et maintenant, on va songer à créer. Je connaissais un peu les statuts, j'étais presque devenu juriste en étant devenu président de l'UTL de Pau. Ma part personnelle, elle a été dans ce qu'on appelle l'article 2 des statuts, qui définit l'objet de l'UTL, qui se fait dans un esprit de convivialité, de solidarité, d'amitié et d'éthique universitaire. Et qui m'importait, c'était les 3 premiers mots: ouverture d'esprit, convivialité, amitié. Pour moi, c'était capital, c'était l'esprit. Donc 22 mars, voilà pourquoi vous avez les cérémonies le 22 mars, première AG constitutive, comme on dit, qui se tient dans le fameux aquarium. Donc cette AG constitutive adopte les statuts, élit le CA, dans le CA élit le bureau. 19 avril, deuxième CA, et entre-temps, M. Trémège nous avait donné le local qui a été longtemps le nôtre à l'Office du tourisme à 3 rue Gambetta, et donc le 2 juillet commencent les inscriptions. J'ai oublié plus qu'un détail dans mon entrevue avec M. Trémège, et je lui avais dit, Monsieur le maire, voudriez-vous m'accorder une page, ou mieux une double page, dans Tarbes le Mag, votre magazine, qui est distribué gratuitement dans toutes les boîtes à lettres des Tarbais. Oui, bien sûr, monsieur Hayet. Donc, j'ai rédigé dans Tarbes le Mag cet article, les Tarbais ont enfin leur université du temps libre. Et, fidèle à sa promesse, en juin, le Tarbes le Mag, donc, tous les Tarbais savaient qu'ils avaient l'université du temps libre. Ce qui a évidemment facilité les inscriptions. Donc 2 juillet, début des inscriptions. Fin juillet, vous allez voir que la caisse commence à se remplir. Nous avons en caisse 6 555 €. Le mois d'août, tout le monde part en vacances. 2 septembre, les inscriptions reprennent, toujours à l'Office de tourisme, avec des bénévoles, c'est-à-dire les membres du CA. Et le 22 septembre, nous étions à 225 inscrits. Je pense qu'on avait dit aux gens, ça va démarrer début octobre. On n'avait peut-être pas fixé la date, mais ça va démarrer début octobre. Si je disais ça, c'est parce que j'avais l'accord, évidemment, de l'IUT, qui était notre principal local. Et donc, les inscriptions continuent durant tout le mois de septembre. Je fixe la date de rentrée je dirais même rentrée solennelle en quelque sorte, au 11 octobre 2004.
dans un amphi de l'IUT. J'ai un très beau souvenir, moi mais peut-être pas tout le monde, de cette séance. Il y avait là tous les membres du CA, je crois que c'est l'amphi C, le plus grand. Il y avait les intervenants et les futurs intervenants. L'amphi était plein à craquer. Il y a des gens qui se sont évanouis à cause de la chaleur. Et donc, au cours de cette séance, j'ai présenté les activités de l'UTL en leur disant, voilà, nous sommes le 11 octobre et le 13, donc après-demain, les activités vont débuter. Elles ont débuté le 13, essentiellement à l'IUT. Nous avons terminé l'année avec 515 inscrits. Donc, j'ai gardé la présidence de l'UTL jusqu'en 2012. Fin 11-12, nous étions montés à 1050 inscrits. En 04-05, donc première année, 28 activités. Je tiens à préciser que dans mon esprit, bien qu'étant professeur, je n'imaginais pas l'UTL comme étant un lieu où on ne fait que donner des cours. Il fallait qu'il y eût des activités physiques, des activités artistiques et des activités intellectuelles. Activité physique, la montagne, puisque nous sommes dans les Pyrénées. Activité physique, du tai chi, du yoga, du qigong, de la gym douce, de la gym tonique, il en fallait. Activité intellectuelle, activité artistique du théâtre, grâce à Mercedes Tormo, que j'ai recruté pratiquement dès le début. Selon. Et nous, qui sans personne, par la clarté, par le silence, avec rien, pour nous seuls, tout. Et donc, atelier théâtre, chorale également, bien sûr.
dessin, peinture. Lorenzo Mattotti. Donc il y a du noir, il y a des dessins, il y a des peintures, il y a des illustrations au pastel, mélanger de l'aquarelle, du pastel. Et sur le fond, faire des motifs. Alors moi j'ai apporté, il y a du Klee, ça s'y prête, Miro, pourquoi pas, Kandinsky aussi. Il peut faire les deux. Oui. J'aime bien ce genre de travail. Tout ça me plaît. Voilà quelles étaient essentiellement les activités artistiques. Et puis, de la variété dans les activités intellectuelles, de l'histoire, de la philo, d'activités que vous retrouverez précisément dans les documents. Donc, 28 activités au total, vous voyez, dès la première année. Ensuite, j'ai eu le souci de les augmenter, et restons dans les chiffres. Donc, quand j'ai quitté la présidence, nous étions montés à 36 activités. J'ai oublié dans les activités une qui m'est chère particulièrement, ce sont les voyages. C'est une activité qui est, à mes yeux, très importante. En gros, j'en ai organisé et accompagné depuis 2004 une bonne vingtaine, à peu près 2 par an. Dans mon esprit, ce sont des voyages culturels, donc dans le monde grec qui m'est cher, dans tout le monde antique qui me passionne, donc jusqu'au maximum où nous pouvons aller dans le Proche et le Moyen-Orient. Et surtout, une ambiance amicale que j'ai toujours eu le bonheur d'observer pendant mes voyages. Un petit mot du bénévolat. Vous savez sans doute que le bénévolat actuellement se développe énormément et j'en rends grâce à Jean-François Soulet qui tient à le développer. Je dirais, il est normal chez un membre du CA, si on accepte d'être membre du CA, c'est une fonction bénévole. Mais les membres du CA, en dehors de leur fonction d'administrateur, je le sais, s'investissent beaucoup dans toutes les activités de l'UTL. Le bénévolat, on l'observe par exemple aux inscriptions, et il y a beaucoup d'adhérents qui se proposent pour venir aider. On l'observe lors de l'organisation de la fête de l'UTL. Donc vous voyez, cet esprit de bénévolat se développe énormément. Je crois qu'à peu près la moitié des intervenants est bénévole. Donc c'est un point très important parce que ça participe évidemment à l'esprit de l'UTL. Un événement intéressant, je voyais de temps en temps Monsieur le maire, je lui disais « Monsieur le maire, quand nous aurons 1000 adhérents, ce serait bien si vous nous organisiez une fête. » Il a bien enregistré et donc arriva la 1000e adhérente et Monsieur le maire organisa le 3 janvier 2013 dans le salon élyséen de la mairie la fête de la 1000e adhérente et depuis, évidemment, vous savez que ça a augmenté. Je crois qu'on est arrivé, avant le Covid, on a frôlé les 1300. J'ai quitté la présidence le 17 décembre 2012. Il fallait un successeur. Beaucoup d'entre vous ont connu José Cubero, à la fois comme président et comme professeur d'histoire. Donc c'est José Cubero qui m'a succédé. Il m'a succédé, comme il l'a très bien dit lui-même, dans un article de libre cours, je cite de mémoire, mais je ne pense pas modifier le texte, il dit bien « Cette charge de président, je ne l'ai pas recherchée, je l'ai acceptée. » Ce qu'il dit, c'est la pure vérité. José Cubero, voyant qu'il fallait quand même qu'il y eût un successeur au président qui s'en allait, et voyant que, en gros, personne ne se mettait sur les rangs, s'est dit, cette UTL, c'est quelque chose de bien, il faut la sauver, et donc j'accepte la présidence. Et José a assumé la présidence de 12 à 17, avec beaucoup de rigueur et de dévouement, tout en continuant, bien sûr, à assurer ses cours. Je tiens à saluer José Cubero. L'UTL lui doit beaucoup à son dévouement, à son désintéressement.
Donc José quitte la présidence en 2017. Vous savez que c'est Jean-François Soulet qui, en 2017, a pris la succession. J'avais fait entrer auparavant Jean-François Soulet dans le CA, dans les premières années. Il avait aussi rapidement donné des cours. Et donc, depuis 2017, Jean-François Soulet assure la présidence. Et ce n'est pas moi qui vais vous apprendre qu'il a énormément développé les activités. Il continue d'en ajouter chaque année. Parfois c'est par, je dirais, sorte de pincée de sel. Vous voyez beaucoup mieux que je ne peux le dire tout ce que peut vous offrir l'UTL. Je n'ai pas parlé, je crois, jusqu'à présent des langues. Dès le début, il y en eut. Je pense que si je dis anglais, espagnol, italien, allemand, arabe, chinois, portugais, il y avait eu occitan aussi, russe, donc on est à 9 si je ne me trompe, 9 langues vivantes, la langue des signes qui a été introduite récemment, langues anciennes du grec ancien et tout récemment du latin, donc voilà, au total, avec la langue des signes, on est à une bonne douzaine de langues. Un mot de libre cours que vous connaissez bien, donc c'est la revue annuelle qui paraît en septembre, que tous les adhérents reçoivent gratuitement, bien sûr, et dans laquelle voilà, on évoque les événements, on fait intervenir des professeurs. Bon, c'est en quelque sorte la revue qui manifeste notre vie. Elle a été doublée récemment par Jean-François Soulet, qui a institué un mi-parcours qui paraît vers février, mars, etc. Donc, qui la complète. Vous savez également, et dès le début, il y a une fête annuelle qui a lieu généralement ou en juin ou en octobre. Et mes successeurs se sont appliqués à varier les lieux où cette fête se déroule. Je pense que ceux qui y ont participé, moi j'y ai participé chaque année, ont trouvé là une excellente ambiance avec beaucoup d'activités, beaucoup de convivialité. L'alto l'aguio che piccavo doucement le cul du bueu. Ah! E lo bueu che cominciava. Vitesse moderato. Che ne aveva tout le dia. Quelquefois le bœuf ralentissait, un peu fatigué par cette allure rapide, et donc Yann coupicavo le cul. Ah, ouais! Arrivato a Gattucam, entravo passando il mur, e s'arrestava, che calea ripiedà la teladie, dove in quel momento che io avevo il capo, che s'ase drindaie, che spiavo lo sboeu si andava un plat. Oui, vous comprenez ça? Vérifier l'état de l'attelage des bœufs, et puis résolument, il continuait la journée. Le capot, le GPS, et tout dretassiu. Le bravant, l'aiguillade, ah, ouais. E dentro aquella lunga giornata, che ho preoccupazioni filosofico-sociali, et che ho plat à réfléchir sur la notion suivante. Oui, plus j'avance moins vite, moins j'avance plus vite. Et que tornavo a piccare le cul du buono. GPS, capot. Avec scop, le buono che s'arrestava. Nous, en bon gascon, on dit que s'estangava. Vous comprenez ça?
les bœufs s'arrêtaient. Qu'il y avait eu qui avait un bœuf au dépicha. Et donc, qu'elle était chapicha ou boueux. Donc, capot relevé, il pouvait sortir un petit méo, tira drin de hume, un que plutôt des bilquettes. Tout à quel hume que hasebou entams boeus que l'on content de Santiago et donc le bouet que pouvait retourner à commencer. Chinoise traditionnelle. Nous faisons nos premiers pas, hésitants et tremblants. Les randonnées, je sais qu'elles sont chères à beaucoup d'adhérents, puisque si je ne me trompe, il y a 5 ou 6 groupes différents, depuis ceux qui vont au-delà de 1000 mètres jusqu'à ceux qui randonnent dans des niveaux de 200-300 mètres. Donc elles attirent, je n'ai pas fait mon calcul, mais ça ne m'étonnerait pas qu'elles attirent aux environs de 100 personnes. Elles ont lieu le mardi. Bon, le mardi, c'est le jour sacré des randonneurs. Et je sais qu'elles sont très importantes pour les adhérents qui s'y adonnent. Non seulement ils y trouvent la montagne, mais ils y trouvent une ambiance très cordiale. Quelques mots du Covid. Le Covid mériterait qu'on en parle assez longuement, parce qu'il m'a donné l'occasion de comparer ce que fait l'UTL-TB et ce qu'ont fait beaucoup d'UTL en France. Il y a des centaines d'UTL en France. Bon, j'en connais un certain nombre. Chez certaines, je vais donner des conférences, etc. Je sais comment elles marchent. Mais j'ai observé que le Covid a mis en sommeil beaucoup d'UTL. Autrement dit, elles ont fermé les portes. L'UTL de Tarbes, grâce à Jean-François Soulet, a réagi de manière tout à fait différente
nous n'allons pas nous laisser ensevelir par le Covid, nous allons continuer à ouvrir l'UTL. Ouvrir pendant un certain temps, on n'avait pas le droit de se réunir, donc il n'y avait plus aucun cours. Et à ce moment-là, Jean-François Soulet a proposé aux professeurs, aux intervenants, vous êtes chez vous, vous filmez, et votre cours sera diffusé, les gens pourront le voir sur leur ordinateur. Qu'on puisse pas se voir, mais au moins que vous puissiez me voir. Donc aujourd'hui, toujours dans ce long cycle géopolitique sur la Russie, je vais donc attaquer une nouvelle partie sur les nationalismes. Et donc, vous avez pu avoir, pendant la période du Covid où on n'avait pas le droit de se réunir, vous avez pu avoir bon nombre de cours en vidéo. Ça a été la première bonne réaction. Ensuite, je me rappelle que nous sommes allés à l'espace Bellevue, tous masqués, et là, les cours avaient lieu aussi. C'était encore, je crois, du Covid ou du post-Covid immédiat. Donc, réaction positive au Covid, voilà, les cours qui étaient enregistrés et filmés. Et les adhérents, et même les non-adhérents, pouvaient voir. Autre réaction du même ordre, les podcasts. Donc, on enregistre dans cette salle, on interviewe donc ces podcasts qui continuent maintenant à allure régulière. Vous les avez régulièrement, ils se multiplient et vous avez vu qu'ils sont très très variés. Les podcasts jouent un rôle très important pour nous faire connaître. Vous savez qu'il y a des cours qui sont filmés. Et donc ces cours filmés, évidemment, vous pouvez les retrouver sur la chaîne vidéo. Si pour une raison ou pour une autre, vous n'avez pu assister au cours. Les premières décennies du 19e, c'est les premiers pas du grand capitalisme industriel. Nous avons, évidemment, j'aurais dû le dire, un site web qui est très important. Cela aussi, c'est une originalité. Allez voir d'autres UTL. Bon, vous verrez leur site, mais il n'a pas la variété, la richesse du nôtre. L'endroit où je vous parle, c'est Jeanne Larocque. J'ai oublié d'en parler. Jeanne Larocque, c'est le fruit d'un hasard merveilleux. Je dis hasard, mais je le pense à moitié. Donc nous sommes à Jeanne Larocque, si je ne me trompe, depuis cette rentrée-ci, cette année, dans des locaux que vous voyez qui sont magnifiques, qui sont accueillants, où vous avez toutes sortes d'activités, entre autres, et il ne faut pas la négliger, la petite salle de convivialité qui vous permet de venir, d'apporter votre repas si vous voulez le prendre là, de prendre des boissons, etc. Voilà. Donc Jeanne Larocque est une réussite extraordinaire. Nous la devons, à mon avis, je ne connais pas l'histoire parfaitement, mais je pense que nous la devons essentiellement à deux personnes, Monsieur le maire Trémèche d'un côté et Jean-François Soulet de l'autre. Jeanne Larocque est une magnifique réalisation et encore le hasard. Pourquoi Jean-François Soulet a-t-il eu comme élève un ancien Premier ministre? On n'a pas idée. Jean Castex a bien voulu accepter d'inaugurer nos locaux il y a quelques mois, et ceux d'entre vous qui étaient là ont, j'en suis sûr, comme moi, le souvenir d'une journée merveilleuse, à la fois très détendue, dans une ambiance très amicale. Plus on apprend, plus on voit l'immensité de ce qu'il reste à apprendre. Donc je voudrais à mon tour saluer votre dynamisme, sans doute une des universités populaires du temps libre du troisième âge parmi les plus dynamiques. Cela honore votre ville. J'ai été moi aussi frappé par la diversité des enseignements. Voilà, je n'oublie pas qu'il y a aussi l'occitan. Je veux quand même dire que j'ai vu qu'il y avait même de la physique stellaire.
Voilà, ça c'est pour me rappeler ma formation en série scientifique dont j'ai tout oublié. Mais évidemment, la géopolitique de la Russie, enseignement dispensé par le professeur Jean-François Soulet, doit sans nul doute être l'un des points d'orgue des formations ici dispensées. Alors j'ai vu que vous faisiez des voyages, des randonnées, que vous aviez des activités physiques à proposer à vos adhérents. Adhérents qui, vous l'avez dit, sont particulièrement nombreux. Bon, on n'est pas loin de 1000. On va dire que c'est votre objectif, là, non? De dépasser le cap symbolique des 1000 adhérents. Mais ce que je veux dire, pour terminer, c'est que, bien sûr, l'activité éducative, la formation est un objectif premier d'une université du temps libre. Mais je me demande si elle n'est pas, enfin je ne me le demande pas en réalité, si elle n'est pas tout autant un prétexte à, finalement, entre vous, à créer du lien social, de la solidarité, un espace de vie, de la convivialité, enrichissement intellectuel, culturel, physique et social, j'allais presque dire psychologique et moral, Monsieur le Président. C'est cela, je crois, la force des universités du temps libre, et en particulier, vous l'avez souligné, pour nos aînés, voilà, il n'y a pas un cap où tout s'arrête. Longue vie, raison supplémentaire pour souhaiter longue vie à l'université. Voilà, donc je vous parle du studio de Jeanne Larocque, qui est une magnifique réussite. Je crois que beaucoup de personnes qui sont engagées à l'UTL, au conseil d'administration ou ailleurs, vous diront à peu près la même chose. Elles vous diront oui, bon, ça m'a plu, j'ai bien aimé, etc. Et elles vous diront aussi, j'en suis sûr, je peux l'affirmer parce que, vous en doutez, je garde pas mal de relations avec beaucoup de personnes du CA et d'ailleurs. Elles vous diront, toutes ces personnes, vous ne pouvez pas vous imaginer tout le bonheur que nous avons à nous occuper d'une aussi belle association. Notre bonheur étant de donner du bonheur aux autres.